Donc, merci à tout le monde d'être présent aujourd'hui pour assister à un webinaire qui va être très intéressant sur un projet pilote de suivi participatif des niveaux d'eau. Donc, je vais présenter brièvement un peu les personnes qui vont parler durant l'intervention. Donc, il y a notamment Laure Turcati, qui est titulaire d'un doctorat en écologie de l'Université Pierre et Marie Curie à Paris et qui a coordonné le projet de recherche qui sera présenté aujourd'hui dans le cadre d'un stage postdoctoral à l'UQAM sous la co-direction de Florence Millerand et Lorna Eaton. Brièvement, Florence Millerand est professeure titulaire au département de communication sociale et publique de l'UQAM, également directrice du Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie. Et elle ne peut pas être présente aujourd'hui, mais aurait bien aimé quand même pouvoir assister. Et la deuxième co-directrice de l'ARE, c'est Lorna Eaton, qui est professeure titulaire au département de communication de l'Université de Montréal et qui est également membre du Centre interuniversitaire de recherche sur la science et technologie, le CIRST. Donc, ça, c'est pour vraiment l'équipe de recherche. Vous allez aussi entendre durant la présentation de Richard Turcotte, qui est conseiller scientifique principal à la direction principale des prévisions hydriques et de la cartographie du ministère de l'Environnement. Et Annie-Christine Lavoie, qui est chef de la division de l'hydrométrie aussi au ministère de l'Environnement et qui ont participé au projet, notamment pour son suivi. Donc, avec ces présentations faites, la rencontre, ça va être une petite mise en contexte de la part de Richard Turcotte pour situer le projet dans le grand projet InfoCru. Et ensuite, ça va être la présentation de l'art et on pourra prendre une période de questions à la fin. Donc, je vous demanderai de fermer vos micros. Vous pouvez allumer vos caméras si vous le souhaitez et on pourra commencer immédiatement. Donc, Richard, tu peux débuter. Parfait. Avec Oranas et le ministère, on souhaitait faire une courte mise en contexte pour bien montrer comment les projets de recherche s'inscrivent dans des besoins et dans quelque chose de cohérent de façon plus générale. Donc, ce projet-là, il est fait du plus général ou plus particulier, fait partie du projet InfoCru qui est réalisé par le ministère de l'Environnement, Lutte, Changement climatique, FONEPARC, à l'intérieur du plan de protection du territoire face aux inondations, qui est une initiative du gouvernement du Québec. InfoCru, il vise deux grands objectifs. D'abord, faire des cartes au moment où il y a un événement, donc faire la prévision des étendues de territoire qui pourraient être touchés par une inondation sur un horizon de 1 ou 2 jours dans le futur. Puis aussi faire la cartographie des zones inondables sur lesquelles s'applique la réglementation pour l'aménagement du territoire, donc les contraintes à l'aménagement. Territorialement, ça couvre une grande portion du sud du Québec, donc une cinquantaine de bassins versants, 1500 km de cours d'eau qui sont analysés en complémentarité avec d'autres initiatives aussi qui sont menées par des municipalités avec le soutien du MAPACH. Alors, le projet InfoCru, pour arriver à réaliser ses objectifs, a développé un volet de R&D avec l'aide d'Ouranos, donc le soutien d'Ouranos à InfoCru. Donc, c'est près de 7 millions de dollars, une trentaine de projets qui sont inscrits dans cette programmation-là autour de 4 thématiques. Donc, comment le climat va évoluer, comment ça va changer les crues, de la documentation sur les bassins versants, de la documentation sur les crues. Vous devinez que ce projet-ci s'inscrit dans ce volet-là. Et puis, la façon de valoriser les produits cartographiques, prévisionnels et réglementaires. J'ai une deuxième et dernière diapo pour cette introduction. Alors, je voulais vous parler un peu plus de l'observation des crues, ce qui se fait et pourquoi on a mis en place le projet. Donc, on observe les crues. Pourquoi? Dans les objectifs qu'on vous a décrits, c'est principalement pour ajuster des outils de modélisation, des outils de suivi sur le territoire pour nous permettre de mieux comprendre les crues qui ont été observées puis éventuellement les extrapoler vers des crues plus rares qui sont celles sur lesquelles la réglementation s'applique de façon générale. Alors, il y a déjà des choses
choses opérationnelles pour observer les crues. C'est le premier paragraphe. Donc, un réseau de stations hydrométriques dont l'idée est de bonifier, donc d'avoir 50 stations de plus sur ce réseau-là. Il y en a déjà la moitié qui ont été mises en place. Ces stations-là mesurent les débits et les niveaux en continu. Mais on veut aussi prendre des mesures au moment où il se produit des crues, et puis pour ça, on a une veille de crue à partir de prévisions, et ça permet de déployer des gens sur le territoire à un certain nombre de sites qui ont été prédéterminés. Il y en a environ 2000 là, sur le territoire. C'est la carte que vous voyez à droite. Et puis, bon, on prend à ce moment-là des niveaux d'eau puis des débits. Et puis, on a un certain nombre d'autres approches alternatives là, que je ne vais pas détailler actuellement, mais qui permet d'avoir un certain nombre de mesures systématiques ou d'informations systématiques sur le territoire. Toutefois, on veut bonifier notre compréhension de à la fois des crues et des données qu'on possède. Donc, on a, dans le cadre du soutien InfoCru d'Ouranos, mis en place 3 grands projets de recherche sur cette thématique-là. Donc, l'idée de mieux connaître la qualité ou l'incertitude des débits qu'on évalue avec notre réseau de stations standard. Puis, on voulait aussi analyser le potentiel de 2 éléments qui semblent porteurs pour l'avenir, soit l'idée d'observer depuis l'espace certaines portions du cours d'eau pour en évaluer les niveaux de façon virtuelle à partir de radars qui sont en orbite. Et puis, la question de l'observation citoyenne, donc la richesse des possibilités avec des gens sur le territoire. J'aurais le goût d'en parler plus, mais je m'arrête parce que ça va être la présentation de Laure. Alors, voilà pour le contexte. Merci, Richard. Merci, Richard. J'enchaîne, Alexandre. Est-ce que c'est correct, mon partage d'écran? Donc, merci pour cette introduction, Richard. Effectivement, donc aujourd'hui, je vais vous parler du suivi participatif des niveaux d'eau qui a été mis en place pendant cette année pilote qui vient de se terminer. Et donc, ce projet s'appelle Rivière à l'œil. Ma présentation va suivre un plan vraiment très classique. Je vais commencer par quelques compléments au contexte qu'a déjà évoqué Richard, puis après évoquer les objectifs du suivi et puis de l'année pilote, et après les méthodologies qu'on a choisies, pour finir par discuter des résultats obtenus et conclure. Donc, on parle d'un suivi participatif et donc de sciences participatives. En fait, on a une grande diversité de pratiques et d'approches, aussi de disciplines qui sont concernées par cette méthode de recherche, en fait. Et donc, ça prend quand même une définition qui soit assez rassembleuse sur toutes ces pratiques. Et donc, celle qui commence à faire consensus, c'est celle-là. Donc, ces sciences participatives, c'est en fait des formes de production de connaissances scientifiques auxquelles des personnes dont ce n'est pas le métier s'impliquent. Donc, participent de façon active et délibérée. Et la fin, elle est importante. Ça veut dire que ces personnes, elles sont au courant qu'elles participent à un projet de recherche. Excusez-moi, mon changement de diapositive. Ouais. Et donc, ces sciences participatives, elles connaissent, vous voyez sur le graphique, là, un essor important depuis le milieu des années 2000, à peu près, donc qui correspond en fait à l'essor du numérique et notamment à la possibilité de saisir des données en ligne pour les volontaires. Alors, pour ce qui nous concerne plus en termes de thématiques, au Québec, on a déjà des projets participatifs, notamment sur la qualité de l'eau. Il y a le réseau de surveillance volontaire des lacs, et puis le programme Survol Bentos, qui est porté par le groupement d'éducation et d'éco-surveillance de l'eau. Et pour ce qui concerne les quantités d'eau et les niveaux d'eau, donc il n'y avait pas de projet au Québec, mais il y a quelques projets à l'international, donc en Italie, aux États-Unis, et puis Crowdwater, sur lequel je reviendrai, qui a vocation à être déployé partout. Donc les objectifs d'un suivi tel que Rivière à l'œil à long terme, c'est évidemment d'acquérir des données qui soient utiles pour le système de prévision des crues, de documenter les crues, mais aussi de permettre aux usagers, aux riverains, riveraines des rivières de s'impliquer dans la compréhension de la dynamique des rivières, la compréhension des crues et puis la gestion des risques qui y sont liés. Donc, pour la phase pilote qui nous occupait cette année, les objectifs, c'était de co-construire le protocole de suivi des niveaux d'eau et tous les outils nécessaires pour le mettre en place, donc avec
tous les acteurs et actrices impliqués dans le projet, donc y compris les volontaires. De documenter et comparer 2 scénarios d'implication de volontaires, je vais y revenir tout de suite. Puis ce troisième objectif, là, comparer plusieurs méthodes de prise de mesure, c'est venu en cours de projet. Alimenter une base de données sur les niveaux d'eau et puis émettre des recommandations pour un déploiement à plus long terme et plus large échelle. Donc cette année pilote, elle a été déployée sur 2 bassins versants, celui de la Montmorency avec l'appui et l'aide de l'OBV Charlevoix-Montmorency et celui de la Nicolet avec l'aide de Copernic. On avait aussi un soutien du ROBVQ. Et donc, on a mis en place 2 scénarios d'implication des volontaires. Le premier est en fait assez classique en sciences participatives où on sollicitait des volontaires pour collecter des données. Finalement, c'est une participation qui est plutôt libre, simple et plutôt individuelle. L'autre scénario, qui est un peu moins courant en sciences participatives, on invitait les volontaires à s'impliquer aussi dans la construction du projet et notamment dans la construction du protocole. Comment on allait faire ces prises de mesure et où. Donc, on a fait plusieurs rencontres avec les volontaires. Donc, c'est une participation qui est plus engageante et exigeante pour les volontaires, mais aussi pour nous en termes d'animation. Donc, pour déployer cette année pilote, on a suivi un calendrier qui nous permettait autant que possible de tester nos méthodes de prise de mesure au printemps, au moment où on s'attendait à ce qu'il y ait des crues. Donc, tout a été organisé pour pouvoir tester ça au printemps. Et donc, à l'hiver, c'est là qu'on a vraiment mis en place cette co-construction avec des volontaires, donc sous forme de plusieurs ateliers qui ont malheureusement dû être conduits en virtuel. Le premier, c'était vraiment une prise de connaissance. Donc, l'idée, c'était de présenter le projet, ses objectifs, ses enjeux. Donc là, il y avait des représentants de tous les partenaires du projet et puis des volontaires. Le deuxième, là, on est rentré dans le vif du sujet, discuter autour du protocole, de comment on mesure les niveaux d'eau, éventuellement discuter d'autres mesures qui pourraient être d'intérêt pour les différentes personnes impliquées, et puis discuter aussi de où faire ces mesures. Et enfin, à l'issue de tout ça, collectivement, on a créé un guide de mesure. Là, je vous en ai mis un extrait. Il est disponible en ligne aussi. Et j'y reviendrai après. Donc, pour ce qui est de comment mesurer les niveaux d'eau, donc on a proposé de tester l'application Crowdwater qui est développée par une équipe d'hydrologues suisses. Et donc, le principe, c'est que la première personne qui veut prendre une mesure à un endroit prend une photo dans le cadre de laquelle il y a un repère vertical. Donc, on peut se repérer sur la photo verticalement. Et puis, insère une échelle virtuelle, comme là sur la photo, en mettant le 0 de l'échelle virtuelle au niveau de l'eau. Donc, l'intérêt là de l'application, c'est qu'on n'a pas besoin d'installer quoi que ce soit au bord de la rivière, pas même une échelle limnimétrique. Donc, on peut faire des mesures absolument n'importe où, du moment qu'il y a un repère vertical. Et puis après, la même personne ou une autre revient au même endroit, reprend une photo et estime la variation de niveau d'eau par rapport à la photo de référence. Donc en fait, là, on collecte des données qui permettent d'estimer des variations et ce n'est pas une mesure de niveau d'eau absolue. Donc en présentant cette application, il y a eu quelques réticences de la part des volontaires sur l'utilisation d'une application. En fait, beaucoup avaient l'habitude de déjà prendre la rivière en photo et auraient aimé pouvoir envoyer simplement les photos. Et ça, cette envie, elle a rencontré des intérêts pour InfoCru, pour documenter, cette fois pas les niveaux d'eau, mais les étendues d'eau au moment des crues. Donc, on s'est dit, c'est l'occasion, une année pilote, pour tester aussi ça et donc proposer la prise de photos simples. Mais ça prenait d'autres données que juste la photo. Donc, évidemment, les coordonnées GPS, de où est prise la photo, le point cardinal au moins vers où on prend la photo, et puis la date et l'heure à la minute près. Donc, il existe des applications, là je vous ai mis un exemple de photo pris avec Solocator qui mettent ces métadonnées directement sur le fichier photo. Donc, c'est assez pratique, mais ça demandait d'utiliser encore une appli pour les volontaires qui avaient juste envie de prendre des photos. C'était pas forcément plus simple.
Donc, on a aussi mis en place un formulaire où les gens pouvaient envoyer leurs photos en ajoutant toutes les données qui étaient nécessaires. Et voilà, ça, je vous ai remis un extrait du guide de prise de mesure où il y a ce petit schéma qui explique voilà, ce qu'il faut sur la photo, au moins des points de repère verticaux et puis prendre aussi un point de repère de où on prend la photo. Si l'idée, c'est d'avoir un suivi, se remettre toujours au même endroit. Donc voilà, une fois tout ça fait, au printemps, on pouvait commencer à prendre des mesures. Donc, on a eu pas mal d'échanges avec les volontaires. Donc, sur chacune des 2 rivières, il y a eu des groupes Facebook qui ont été créés, qui permettaient d'échanger sur comment se passait la prise de mesure. Et on a aussi enfin pu se rencontrer en vrai, prendre des données ensemble sur le terrain, revenir sur les éventuelles difficultés techniques qui avaient été rencontrées en utilisant notamment Cloudwater. Et puis, on a aussi rediscuté, là, c'est la photo, sur le guide de prise de mesure, retravailler ce guide de prise de mesure pour qu'il soit le plus simple et attrayant possible, tout en étant le plus précis possible aussi. Et on a aussi discuté de comment mobiliser les volontaires pour le scénario 1. Donc, scénario 1, c'est juste prise de données. Donc pour ça, on a créé une page Facebook dédiée au projet, aussi une petite vidéo de présentation là, qui en 1 minute 30 essaye d'expliquer comment on peut prendre les mesures pour donner envie et montrer que c'est simple. Et puis après, sur les 2 rivières, il y a eu un peu des démarches différentes. Donc pour la Montmorency, on est venu à la rencontre des personnes qui se promènent au bord de la rivière pour leur présenter le projet, leur expliquer comment ils pouvaient participer avec plutôt de l'intérêt. Malheureusement, on n'était pas un jour où il y avait beaucoup de monde, mais peu importe. Enfin, depuis, il y a quelqu'un qui y participe. On a aussi installé un panneau qui explique comment prendre des mesures. Et vous voyez, là, il y a une encoche où on peut poser son cellulaire. Donc, l'idée, c'est que comme ça, la prise, le cadre de la photo est toujours le même. Et donc, ce panneau, on l'a installé sur un terrain du groupe d'accès à la Montmorency. C'est un endroit où il y a des kayakistes qui embarquent des barques. Et finalement, le choix du lieu est peut-être pas le meilleur parce qu'on n'a pas de données qui rendent sans doute que les gens qui font du kayak là sont occupés à autre chose et n'ont pas envie de prendre des mesures à ce moment-là. Sur la Nicolet, c'est des volontaires du scénario 2 qui ont distribué des guides de prise de mesure dans les boîtes aux lettres de leurs voisins. Et on a aussi eu une diffusion d'une annonce, d'une petite affiche là comme ça, dans certains journaux municipaux à la fin de l'été. Et il ressort pareil qu'on a quelques participants avec ces moyens de mobilisation. Et donc, comme le disait Alexandre en introduction, Florence, Lorna et moi, on mène aussi un projet de recherche sur la mise en place de Rivière à l'œil. Donc, l'idée, c'est de produire des nouvelles connaissances sur les sciences participatives, sur comment on s'implique, qu'est-ce que la co-construction peut apporter au projet, entre autres. Et donc, pour ça, donc on a mis en place différentes méthodes qui sont classiques, donc ce qu'on appelle la participation observante, c'est-à-dire que tout en coordonnant le projet, on s'est forcé d'avoir toujours un peu de recul, un pas de côté sur ce qui se passe pour le projet et le lien entre les différents acteurs. Et j'ai aussi mené plusieurs entretiens semi-directifs avec toutes les personnes qui étaient impliquées dans le scénario 2, donc aussi bien des personnes qui étaient impliquées professionnellement, parce qu'elles sont agents ou agentes des partenaires ou des volontaires. Donc, on a fait 2 entretiens, un en début et un en fin de projet. Puis, on a aussi diffusé un questionnaire, là, c'était pour avoir un peu plus de retour sur la participation, comment ça s'était passé, est-ce qu'il y avait eu des difficultés techniques et quelles étaient les motivations à s'impliquer. Donc, pour ce qui est de la mobilisation, pour le scénario 2, sur la Montmorency, la Nicolet, on a eu respectivement 6 et 7 volontaires qui sont venus aux premiers ateliers. Donc, ça peut paraître peu, mais en fait, on a fait très, très peu de communication. Notre idée, ce n'était pas d'avoir une grosse participation là, pour ce scénario 2, mais d'avoir des personnes qui soient motivées et prêtes à s'impliquer sur plusieurs réunions. Donc, on cherchait plus la qualité que la quantité. Donc, c'était tout à fait suffisant d'avoir ces participants-là. Et puis surtout, là où ça suffit, c'est qu'effectivement, on avait des gens motivés qui sont impliqués sur le long terme et qui sont encore aujourd'hui, collectent encore des données.
Pour le scénario 1, en fait, on a eu des soucis de temporalité, dans le sens où, comme je vous le disais, on avait tout fait pour que ce soit prêt au printemps. Sauf au printemps, c'est le moment où, dans les OBV, il y a beaucoup de travail sur le terrain. Et puis, malheureusement, pour des raisons différentes, dans les 2 OBV, il y a eu des manques de personnel à ce moment-là. Et donc, on n'a pas du tout pu faire la communication qui aurait été souhaitable et nécessaire pour avoir une vraie grosse mobilisation sur le scénario 1. En fait, ce qui marche bien, c'est que les gens entendent parler du projet de différentes manières, et puis ça les incite à participer. Là, on n'a pas eu l'occasion de faire cette mobilisation forte. Donc finalement, on n'a que 2 volontaires sur la Nicolet et puis, toujours sur la Nicolet, le groupe des pêcheurs, à la mouche qui s'implique. Donc, même si on a peu de participation, pourquoi les gens s'impliquent? Donc ça, on a issu des retours du questionnaire et des entretiens. Donc, ce qui ressort en premier, c'est l'envie d'en savoir plus sur les rivières et les crues, mais aussi de mieux s'y préparer. Et tout de suite derrière, c'est l'envie de se rendre utile. Et ça ressort beaucoup dans les entretiens avec les volontaires pour le scénario 2. C'est cette envie voilà, de rendre service et de participer à un projet scientifique. Donc, il y a, les volontaires ont aussi souligné le grand intérêt qu'ils avaient eu au premier atelier de présentation du projet, de voir qu'il y avait différents partenaires. Donc, ça permet de concrétiser, hein, de rendre un peu plus concret à quoi ça sert de prendre ces données et puis aussi de personnifier un peu c'est à qui on se rend utile. Et puis, ce qui est ressorti aussi des entretiens, c'est que c'est l'envie de s'amuser et ça, c'est sûr qu'il faut que la prise de mesure, elle soit quand même, qu'elle soit pas rébarbative et puis si en plus, elle est amusante, ben, ça marchera mieux. Et là, on a une grosse majorité, des volontaires et donc 100 des volontaires du scénario 2 qui sont prêts à s'impliquer, par la suite. Donc c'est plutôt très encourageant. Pour revenir un petit peu sur la co-construction, ce qu'on voit, c'est elle a favorisé l'appropriation des enjeux et des objectifs du projet, comme je le disais, surtout avec les premiers ateliers. Elle favorise aussi une participation sur le long terme avec un intérêt. Il y a toujours des échanges avec les volontaires, des questions posées sur la rivière, sur comment ça fonctionne. Donc, il y a un vrai intérêt à s'impliquer. Et puis cette co-construction, elle a permis de faire se rencontrer des intérêts de différents acteurs. Donc j'ai déjà évoqué la question de la prise de photos simples et puis la question des étendues d'eau. On a aussi, sur, la Montmorency, un volontaire qui trouvait que l'échelle Crowdwater n'était pas assez précise par rapport aux variations de la rivière que lui pouvait observer. Et comme il est électronicien, et il a développé un capteur de niveau d'eau ultrasonique. Il en a parlé je ne sais pas si vous voyez sur la photo là, il est au bout de la tige là, donc ça forme comme un petit cône ce capteur et il prend des mesures au millimètre près. Et donc il a parlé de ce capteur sur le groupe Facebook, Rivière à l'œil. Il y a un autre volontaire qui lui était informaticien, que ça a intéressé. Donc là, ils sont en train de déployer un petit réseau de capteurs qui communiquent entre eux et qui envoient leurs données. Ils prévoient aussi de collecter d'autres données que les niveaux d'eau. Donc en fait, on a carrément un nouveau projet qui a émergé grâce à la co-construction. Alors, pour revenir sur vraiment les données qui ont été collectées, donc à l'échelle du Québec, on a presque 180 données. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a aussi quelques données qui ne sont pas dans les bassins versants pilotes. Bon, en fait, quand on regarde un petit peu, c'est des gens qui connaissaient le projet et qui collectent des données parce qu'elles ont eu vent de rivière à l'œil. Pour entrer plus sur le détail sur les 2 rivières, donc sur la Montmorency, aujourd'hui, on a 3 volontaires actifs, tous issus du scénario 2. On a 7 sites où on a plusieurs données qui sont prises au même endroit, donc dans l'optique d'un suivi, c'est ce qui est intéressant et on voit qu'on a beaucoup plus de données qui sont prises avec Crowdwater que par les photos simples et l'envoi via le formulaire. Sur la Nicolet, on a 5 volontaires actifs aujourd'hui, donc 3 pour le scénario 2, 2 pour le scénario 1. On a aussi les groupes des pêcheurs qui envoient ces photos de caméras de pêche. Et puis, il y a aussi les agents de l'OBV qui, au cours de leur
sorties de terrain prennent aussi des données. Et on a 14 sites où il y a plusieurs données et 4 où on a plus de 10 données. Donc là, ça commence à être des données qui sont vraiment intéressantes. On y reviendra. Et toujours pareil, on a plus de données avec Crowdwater. Voilà, ça c'est pour vous donner un aperçu de à quoi ressemblent ces données Crowdwater. Bon, évidemment, il y a aussi un fichier CSV qui est moins intéressant pour illustrer un PowerPoint. Et voilà, donc il y a une carte sur le site de Crowdwater. On peut cliquer sur les points et là, on peut faire défiler toutes les photos qui ont été prises au même endroit. Et on voit bien les variations de niveau d'eau. Donc, on voit aussi la variation de niveau d'eau estimée par la personne qui a pris la photo et ses commentaires éventuels. Pour ce qui est de la qualité des données, donc on a 3,5% qui sont vraiment problématiques parce qu'en fait, il y a sans doute un bug dans la transmission de données, il n'y a pas de photos. Donc en fait, ces données-là, on ne peut pas les exploiter. Après, on a d'autres cas où l'utilisation, si on veut utiliser l'échelle Crowdwater, c'est problématique. Donc là, il y a une photo. Le comble, c'est que c'est moi qui l'ai prise, où il manque un repère vertical. Enfin, il y a cette arbre-là qui peut servir de repère vertical, mais on sent bien qu'à l'été, il y aura de la végétation au pied, là, et en fait, on va perdre un peu ce repère-là du zéro. C'était une photo prise pour montrer un exemple. Et je pourrais la supprimer de la base. Donc, on a quelques photos où, en fait, la taille de l'échelle est problématique. Donc là, vous voyez, elle est beaucoup trop haute, sauf si on s'attend à un déluge, parce que donc, le haut de l'échelle est censé arriver à peu près au niveau maximum auquel on s'attend. Donc ça, c'est pas grave, parce que ça peut être corrigé. Là, je suis en train d'interagir avec la personne qui a pris cette photo pour redimensionner l'échelle. On a d'autres sortes de problèmes, c'est où l'échelle n'est pas positionnée au bon endroit. Là, vous voyez qu'à cause du couvert de glace, le zéro, il n'est pas au niveau de l'eau, en fait. Donc, pareil, ça, on peut corriger a posteriori. Donc, ce n'est pas très grave, finalement. Et puis, les photos sont exploitables à d'autres fins si on n'a pas besoin de l'échelle. Et d'ailleurs, je vais laisser la parole à Annie-Christine, qui va vous expliquer sur ces autres utilisations des données. Oui. Je pense qu'on n'est plus en mode partage Ah, diapo. mince. Oh. Attends. En attendant, je peux quand même dire que j'ai eu des résultats autour du mois d'août et à partir de la liste des données qui m'ont été fournies par Laure, j'ai fait une extraction pour 3 endroits différents où il me semblait qu'il y avait quand même une bonne quantité de photos prises à des moments différents et à des moments aussi intéressants pour nous. Et j'ai envoyé ces extractions-là à nos techniciens en hydrométrie qui sont responsables de faire l'entretien de la qualité des données. Ils ont chacun un bassin de 25 à 30 stations hydrométriques. Donc, ça tombait bien, c'était 3 techniciens différents, donc 2 dans le bassin de la Nicolet, puis 1 dans le bassin de la Montmorency. Donc, à notre grande surprise, en regardant les données, ce n'est pas tant le niveau de l'échelle Crowdwater qui nous a semblé, ce n'est pas l'information qui nous a semblé la plus utile parce que ce n'est pas assez précis pour nos besoins. Par contre, des séquences de photos prises à des moments stratégiques pour nous, c'est-à-dire juste avant que la glace prenne, puis juste quand elle termine, ça devenait super intéressant. On avait pour la rivière Eaton le début et la fin de la période d'effet de glace 2021-22. Puis là, j'ai fait une extraction pour Nicolet parce que je me suis rendu compte que les photos de Eaton avaient été prises par une chercheuse, donc c'était un peu biaisé. Donc, là, vous avez devant vous un hydrogramme annuel. Il y a un petit tracé, on ne voit pas que c'est rouge, là, mais en hiver, on applique une correction sur les données. Parce que pendant qu'il y a de la glace sur la rivière, les niveaux d'eau qui servent à calculer les débits sont biaisés. La glace crée un refoulement et donc, ce n'est plus représentatif du débit. On peut aller à la diapo suivante. Donc, en temps réel, nos stations sont suivies par des gens, des prévisionnistes, qu'on appelle ici à l'interne, qui font une correction à chaque jour des données
Puis à la fin de l'année, généralement, nous, la fin de l'année, c'est le 30 septembre. Ensuite, on fait une validation annuelle. Donc, à gauche, vous avez le tracé des prévisionnistes qui ont été faits en temps réel. Et on voit que le prévisionniste avait estimé que la fin de l'effet de glace allait se produire le 8 avril. À droite, vous avez le tracé proposé par le technicien en hydrométrie qui a notamment utilisé les photos de Crowdwater, de Rivière à l'œil, excusez. Ça, je pense que c'était aussi des photos Crowdwater, mais c'était un des 3 techniciens là, pour lequel il y avait des données. Donc, si on va à la prochaine, là, ce qu'on voit, entre autres, dans la diapo précédente, c'est que les prévisionnistes n'ont pas nécessairement toute l'information quand ils font les corrections de données en temps réel. Et les techniciens en hydrométrie, eux, par la suite, peuvent arriver à des résultats différents. Puis là, vous n'avez pas le résultat final parce que cet hydrogramme-là n'a pas encore été validé par un hydrologue. Donc là, on a les notes du technicien qui explique qu'il a utilisé effectivement les photos de Rivière à l'œil pour… En fait, on utilise aussi d'autres outils pour vérifier le début et la fin des effets de glace. Certaines de nos stations ont des caméras. Donc, le fait d'avoir des photos via Rivière à l'œil, pour nous, ça devient intéressant parce qu'on n'a pas nécessairement actuellement la capacité d'installer des caméras partout où on voudrait en avoir pour cette fin-là là, de l'effet de glace. Et on a aussi des problèmes de stockage de données. Donc, via l'application Crowdwater, ça devient intéressant parce que ce sont des données qui sont dans le nuage. Donc là, je vous ai fait une impression avec la note du technicien au 21 mars, fin de l'effet de glace, vue sur les données de Rivière à l'œil. On peut aller à la photo. Donc là, c'est 2 photos qui ont été utilisées par Maxime, qui faisait le tracé d'effet de glace. Vous avez une du 20 mars où on voit qu'effectivement, il y a encore de la glace sur le pilier du pont, puis une ensuite le 22 mars où le gros de la glace est disparu. Donc, si on revient aux objectifs de départ qui étaient de mesurer les niveaux d'eau et ensuite des étendues d'eau pour nous, les niveaux Crowdwater, c'est moyennement intéressant parce que ce n'est pas assez précis. Les étendues d'eau, je n'ai pas fini d'exploiter la base de données fournie par l'OR. Peut-être qu'éventuellement, il y avait moins de photos de cette nature-là dans la banque de données, mais on a découvert un nouvel usage qu'on n'avait pas anticipé avec les données de Rivière à l'œil. Je pense que ça met fin à… Y avait-tu une autre diapo, Laure? Non, ah oui, si. Ah oui, c'était un petit bémol. Effectivement, c'est que les photos ne sont pas nécessairement à l'endroit du contrôle hydraulique d'une station, mais ça reste une information très pertinente et intéressante pour nous. Et c'est sûr que si on avait éventuellement des citoyens qui étaient très, très près de nos stations, ce serait encore plus intéressant. Mais ça demeure quand même pertinent, même si ce n'est pas collé sur nos stations. Là, ici, c'est justement la station Nicolet, elle est où la punaise bleue, puis les photos ont été prises où la punaise jaune. Ah oui, puis pour les prévisionnistes, ils ont été consultés sur le projet, puis eux seraient très intéressés de pouvoir consulter en temps réel les photos. Ça n'a pas été le cas cette année, mais éventuellement, si le projet faisait des petits, je pense qu'ils seraient très intéressés et ça améliorerait grandement leur évaluation du débit corrigé. C'est ça. Merci Annie-Christine. Mais ça m'en vient à la conclusion. Si on reprend les objectifs de la phase pilote, donc c'était de co-construire un protocole de suivi des niveaux d'eau. Donc, comme je vous disais, le guide de prise de mesure a été effectivement très co-construit, parce on en est à la 7e version, où tout le monde est repassé dessus. Les outils de promotion aussi, comme la vidéo, les affiches, etc. Ça a été aussi co-construit. Il y a eu des retours de tout le monde, y compris des volontaires dessus. Donc, documenter et comparer les 2 scénarios d'implication des volontaires, le scénario 2, il a été bien documenté. Donc, ça a d'ailleurs fait l'objet de 2 communications au colloque de l'ACFAS en mai dernier, puis là, d'un article
apparaître dans la revue d'anthropologie des connaissances. En revanche, le manque de données pour le scénario 1 n'a pas permis de l'étudier correctement, puis ni de le comparer avec le scénario 2. En revanche, on a pu comparer plusieurs méthodes de prise de mesure et les comparer sur différents aspects, aussi bien en termes de mobilisation de volontaires, de quelles données on obtient, quelle forme elles ont, et puis comment on les transmet, comment on les consulte ensuite. Alimenter une base de données, donc même si elle est encore modeste, on a quand même collecté donc, des données cette année et émettre des recommandations. Donc ça fait l'objet d'une partie importante du rapport final sur cette année pilote de Rivière à l'œil. On a, fort de l'expérience de cette année, on a beaucoup de recommandations pour un éventuel déploiement plus largement. Je voulais quand même souligner les points forts qui, justement, ont été soulignés par les différents partenaires du projet. Donc, c'est toujours la pertinence d'un suivi participatif, entre autres des niveaux d'eau, parce que c'est des informations qui peuvent être facilement transmises via photo. Les riverains, riveraines, usagers des rivières la connaissent bien et puis ils peuvent l'observer au quotidien. Et puis, l'autre intérêt, c'est que ça permet aussi une éducation, enfin, en tout cas, un enrichissement en connaissances pour les volontaires et pour les partenaires du projet autour des inondations, de la dynamique des rivières, éventuellement des sécheresses aussi. Donc, on a vu qu'on avait une forte implication dans le sens où les gens sont vraiment impliqués, même s'ils sont peu nombreux dans le scénario 2. On a aussi une bonne appropriation des outils de collecte de données parce que même s'il y a eu quelques petits besoins un peu d'accompagnement technique dans certains cas, sinon ça a quand même très bien fonctionné. On a une bonne adéquation avec les missions des OBV, puisque donc, parmi les missions, il y a la mobilisation des acteurs et usagers localement, et puis l'acquisition et la diffusion de connaissances. Donc là, le projet rentre parfaitement. Donc en fait, les OBV sont vraiment de bons relais locaux de ce type de projet. Il faut juste s'assurer que les moyens humains soient là pour qu'ils puissent déployer le projet vraiment. Et puis, Annie-Christine vient de le montrer, là, les données peuvent être utilisées pour d'autres problématiques que celles qui avaient été pensées initialement. Et ça, c'est vraiment un point fort des sciences participatives. Ce n'est pas le seul projet, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant à souligner, là, ce potentiel d'utilisation qui s'ouvre avec la collecte de telles données. Évidemment, on a quelques petits points faibles. Donc, en fait, notre phase pilote, telle qu'on l'avait imaginée, elle était sans doute trop ambitieuse. Comparer 2 scénarios d'implication dans la même année, co-construire le projet, puis mobiliser des volontaires juste pour la collecte de données, c'était peut-être un peu trop ambitieux. À cela s'est ajouté un peu de retard au démarrage, une temporalité compliquée avec la disponibilité au printemps des OBV, comme je vous l'ai déjà dit. Donc, voilà. Ça aurait mérité de faire ces expérimentations en 2 temps. D'abord co-construire, puis après mobiliser, sur 2 années différentes. Donc il y a besoin d'impliquer davantage les utilisateurs finaux des données en amont. Donc comme le disait Annie-Christine, elle a soumis les données au mois d'août aux techniciens. Peut-être qu'ils auraient peut-être vu l'intérêt pour les effets de classe plus tôt s'ils avaient été impliqués dans la co-construction. Mais voilà, à titre d'exemple. Donc, on a eu beaucoup de changements de personnel chez tous les partenaires du projet. Donc, bon, ça, c'est quelque chose qui est inhérent au marché du travail au Québec, mais qu'on peut peut-être anticiper en s'assurant qu'il y ait toujours au moins 2 personnes qui suivent le projet dans chaque structure pour éviter d'avoir de la perte d'informations quand il y a un départ. Et puis ça a été aussi souligné, on a eu un manque d'expertise en communication pour la mobilisation. Juste pour illustrer, on a 2 personnes qui ont répondu au questionnaire et qui n'avaient pas participé. Et la raison pour laquelle elles n'avaient pas participé, c'est qu'elles n'avaient pas eu vent du projet. Donc on doit s'améliorer en termes de communication, c'est certain. Et voilà, pour finir, on a vu qu'un déploiement plus large, ça a du potentiel scientifique puisqu'on a plusieurs pistes d'utilisation des données. En termes de participation aussi, parce qu'on voit qu'avec un peu plus d'efforts de communication, on aurait une mobilisation plus importante. Et puis, on peut faire des liens avec d'autres projets au Québec, des projets de recherche et aussi des projets participatifs. Voilà.
Merci pour votre attention. Merci Laure pour ta présentation. Merci Annie-Christine aussi là, pour ton ajout. Dans le fond, là, on peut ouvrir la période de questions. Donc, vous pouvez soit écrire dans le chat ou vous pouvez aussi utiliser la fonction lever la main là, dans le Zoom. Ça nous permet de plus facilement identifier ceux qui veulent participer. Et j'ai un petit message avant de prendre les questions. C'est pour vous rappeler que le symposium Ouranos va se dérouler le 1er et 2 décembre. Donc, si vous voulez vous inscrire, c'est dès que possible pour pouvoir y participer. Donc, moi, j'ai des questions. Là, si je ne vois pas de... Il y a aussi la salle A d'Ouranos. Je vais commencer par une question, puis peut-être les gens en auront plus. Ma question, là, c'est que tu as parlé que les OBV ont été impliqués dans le projet. Puis j'aimerais ça savoir un petit peu plus, aussi pour le bénéfice de tout le monde, là, comment ils ont été impliqués plus précisément. Est-ce que c'était à travers des rencontres ou en parler un petit peu plus en détail? Là. Ok. Ben oui, c'était... Donc, ils ont été impliqués à la fin de la construction de la proposition de projet, déjà, donc avec un retour sur comment le projet a été construit, même si c'était à la fin. Et puis après, donc c'est vraiment avec les OBV et le ROBVQ qu'on a construit toute la trame que je vous ai présentée, là, les ateliers de co-construction du projet avec les volontaires. Ça a été vraiment mutualisé entre les deux OBV et le ROBVQ. On a réfléchi ensemble à comment organiser ça. Et puis après, moi, je les ai beaucoup sollicités sur des retours sur les documents que je produisais. Et puis c'est eux qui ont mobilisé pour les 2 scénarios, en fait. Donc, c'est à travers les OBV, par exemple, qu'on a organisé la rencontre au bord de la rivière Montmorency. C'est Copernic qui a diffusé dans les journaux municipaux. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, c'est parfait. Merci pour les détails. Je pense qu'il y a Richard Turcotte, une question. Ma question est autour de l'aspect, disons, utilitaire de l'observation citoyenne. Alors, je le disais en introduction, là, au ministère, on pense qu'il y a un potentiel que ça puisse être utile. Annie-Christine a montré un exemple précis. Il reste que c'est une utilisation qui est un peu abstraite. Hein. Il faut corriger des effets de glace qui ensuite nous permettront de mieux prévoir les crues. Il faut ajuster en amont des modèles d'hydraulique, d'hydrologie, pour qu'un jour, il soit un peu meilleur. Et c'est le différentiel d'amélioration, il ne saute pas aux yeux. Bon. Donc, d'une part, nous, on pense que ça peut être utile si on arrivait à déployer, s'il y avait beaucoup de gens que ça intéressait de faire ce genre d'observation citoyenne-là. En même temps, on lit dans le sondage que tu as évoqué, alors que c'est aussi ce qui motive plusieurs personnes. Ils disent on aimerait le faire si on sent que c'est utile. Fait que je me demande s'il y a quelque chose qu'on peut faire, si on peut rendre évident le fait que ça peut être utile. Est-ce qu'il y a une façon de communiquer tout ça pour que ça soit plus clair? Parce que j'ai l'impression que malgré que nous, on voudra faire un effort, il y a quand même un niveau d'abstraction dans tout ce qu'on peut évoquer. Donc, c'est un peu ma question. Comment communiquer tout ça et rendre ça clair? Je pense que, par exemple, tel que l'a présenté Annie-Christine tantôt sur les effets de classe, ça me paraît clair, mais on a plusieurs volontaires là, que je vois dans la salle et qui pourraient nous dire aussi si c'était clair, cette façon de présenter. Et ça prend peut-être différentes formes. Par exemple, ce webinaire, c'en est une, mais ça pourrait être comme un petit feuillet vulgarisé qui explique là comment on corrige les effets de glace, comment les données sont utilisées pour ça et pourquoi c'est très intéressant de prendre les données au moment de la prise des glaces puis au moment de la fonte, quelque chose comme ça.
ça prend plusieurs formes, je pense, parce qu'on ne va pas toucher les mêmes. Des gens préfèrent lire quelque chose, d'autres préfèrent réécouter le vidéo du webinaire, des choses comme ça. Il faudrait prendre différents outils. Et à mon sens, du moment qu'il y a un retour sur à quoi servent les données, même si ça peut paraître abstrait, rien que d'entendre que là, les données sont pertinentes dans la bouche d'Annie-Christine, je pense que c'est assez motivant, en fait, de sentir que oui, les données, elles sont utilisées pour vrai. Et moi, je ne serais pas capable de les utiliser, mais ce n'est pas grave, je comprends qu'elles sont utiles. Merci. Parfait. Je vais laisser, je pense, Michel Leclerc qui avait levé la main. Oui. Alors, vous m'entendez? Oui. Ça va? Oui. OK. Ouais. Alors, félicitations, Laure. Écoute, tu sais, on a travaillé dès le départ. Je suis président de l'OBV Charlevoix-Montmorency, naturellement. Là. Et comme vous savez, je suis moi-même hydrologue, hydraulicien, et j'avais exploité cette approche-là de citoyenne pour valider des modèles avec mes faibles moyens personnels. Et j'avais des modèles sur la rivière Montmorency à valider, à calibrer, etc. Et dans le passé, avant le projet Rivière à l'œil, j'avais déployé comme ça un réseau d'observation et d'observateurs parce que il n'y a pas toujours quelqu'un pour observer aux endroits où est-ce qu'on veut de l'information. Et j'avais pu, comme ça, pendant 2-3 ans, déployer un réseau de points d'observation comme ça qui m'ont permis de valider des modèles hydrauliques de la rivière Montmorency. Maintenant, si j'avais un commentaire à faire, en fait, j'en aurais beaucoup, là, mais je me les réserve pour ton rapport, Laure, là, quand tu vas me l'envoyer. Ça va me faire plaisir de faire des suggestions, etc. Mais ce qui est peut-être le point le plus important, c'est en quoi ça peut être utile. Et je pense que là où ça peut être le plus utile, c'est pour les phénomènes d'inondation. On pourrait ajouter les étiages aussi, pour lesquels on manque d'informations. Et entre autres, les problèmes de glace, ça a été souligné tout à l'heure. Et souvent, le moment où le couvert de glace se forme, on sait que le niveau d'eau remonte automatiquement presque du jour au lendemain. Et au moment où le couvert de glace part, c'est pareil. Puis, il y a aussi le phénomène de débâcle, d'embâcle et de débâcle fait qu'on n'est pas toujours présent sur le terrain pour observer ça, mais les riverains le sont. Et lorsque le débâcle est passé, souvent, il reste des indicateurs très, très visibles des niveaux maximum atteints. Par exemple, on parle des murs de cisaillement, par exemple, le long des cours d'eau lors du passage de la débâcle. Et ça, c'est des trucs qui peuvent être très, très facilement documentés sur la verticale, parce qu'un mur de cisaillement, c'est vertical. Et souvent, ça fait plusieurs mètres d'épaisseur et ça donne une indication des niveaux maximum atteints. Puis on sait que dans beaucoup de cours d'eau, les niveaux maximum atteints en situation d'embâcle, débâcle, sont très supérieurs aux crues à l'eau libre. Et c'est souvent le phénomène dominant des inondations. Par exemple, au Canada, on sait que plus des 2 tiers des dommages d'inondations sont causés par des embâcles, des débâcles. Alors, c'est là peut-être que, il faut, si on avait à focaliser là, dans le futur le type de phénomène pour lequel il y a un intérêt d'apporter une information qui nous manque, c'est celui-là. Pour les crues à l'eau libre, évidemment, on dispose de toutes sortes de moyens aujourd'hui. Par exemple, les sondes ultrasoniques, c'est une solution commerciale maintenant. Moi, je suis impliqué dans la MRC Vaudreuil-Soulanges, dans la cartographie des zones inondables, puis on a fait déployer pas loin de 25 stations comme ça, ultrasoniques, qui relayent l'information en temps réel, 24 heures par jour, à notre centrale, la MRC. Là. Puis c'est accessible par le cloud aussi, on peut avoir cette information-là. Et donc, techniquement, c'est une solution qui existe, mais est-ce qu'elle est à la portée des citoyens? Oui, s'il est un peu geek, là, comme on en a chez nous, là, on en a un comme ça, on en a 2 même. Mais est-ce qu'on peut compter là-dessus à l'échelle d'un grand territoire comme le Québec?
ça serait vraiment un miracle si ça se produisait. Donc, c'est un petit peu les commentaires que je veux émettre, là. C'est certain que l'information procurée par des photos, ça nous laisse, comme modélisateur, là, ça nous laisse un peu sur notre faim parce qu'on a souvent des objectifs de calibrer des modèles à 10 cm près. Alors, puis on en a besoin à plusieurs endroits, normalement, à plusieurs événements, les maximums atteints. Et, tu sais, arrimer la participation citoyenne avec les besoins des scientifiques, c'est un immense défi. Puis, bon, donc c'est pour ça qu'il faut focaliser maintenant sur là où est-ce qu'on manque d'informations. Voilà. C'est un commentaire. Si tu veux réagir là-dessus, alors, je suis à l'écoute, pas de problème. Merci, Michel. Ben, j'ai vu qu'il y avait d'autres questions. Enfin, ça peut peut-être rejoindre, en tout cas, sur quel phénomène prioriser. Il y a une question dans le chat là sur est-ce qu'il vaut mieux quelque chose où on a un suivi dans le temps ou suivre quelque chose qui est plus ponctuel comme les inondations. Je pense que ça prend les deux, dans le sens où si on veut suivre vraiment les événements maximum d'inondation et que ça, mais entre deux périodes de crise, on risque d'avoir une démobilisation. Et qu'il faut penser à suivre peut-être un autre paramètre où on pourrait avoir une observation plus régulière pour maintenir l'intérêt et puis l'habitude de participation. On en avait discuté, ça peut être suivre les glaces et puis les inondations. Peut-être que suivre les glaces 2 fois par an, ça peut suffire pour se rappeler que Rivière-à-l'œil existe et qu'on y participe. Et à ce moment-là, quand l'inondation arrive, on pense aussi à prendre les étendues d'eau, par exemple. Ça répond pas tout à fait à ton commentaire, mais un petit peu. Et puis on pourra en rediscuter peut-être pour laisser la place aux autres questions plus tard. Oui, on pourra. Ben, je vais laisser Daniel de Sèvres là, qui avait la main levée. Oui, et c'est intéressant comme de Hydro-Québec. C'est intéressant comme présentation. Je me posais comme question, en fait, science citoyenne, ça existe depuis longtemps, puis un peu partout, puis dans bien des domaines. Est-ce que pour faire de la science citoyenne, il ne faut vraiment pas avoir de connaissances? Parce que je me disais qu'il y a comme un problème de recrutement. Est-ce qu'il y aurait, ça c'est je sais pas, c'est comme une remarque ou une remarque ou une question, je ne sais pas trop. Est-ce qu'on pourrait penser passer à travers les institutions comme académiques à différents niveaux pour faire une forme de recrutement? Si on fait ça, est-ce que c'est encore de la science citoyenne? Parce qu'à l'intérieur des cégeps ou des universités, il y en aurait du volontariat, puis probablement des gays qui en ont aussi. Peut-être que là, on pourrait élargir de façon différente, en fait, la science citoyenne avec des gens qui ont un niveau de connaissance un peu différent. Je ne sais pas, je vais juste dire ça comme ça. Est-ce que ça reste de la science citoyenne? Je pense qu'il y a je dirais 2 éléments de réponse. Non, c'est qu'il me semble que pour ce qu'on avait envisagé pour Rivière-à-l'œil, il me semble qu'il n'y a pas besoin de plus de connaissances. En tout cas, les riverains, ils connaissent déjà tellement bien la rivière. Alors oui, ils n'ont pas fait d'études en hydrologie, mais moi, je pense qu'ils la connaissent mieux que moi, par exemple. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Donc, est-ce qu'il y a besoin de plus de connaissances? Je ne sais pas, je pense pas. Et après, si on se dit qu'il y a besoin de plus de connaissances ou alors une autre forme de motivation, oui, ça peut être intéressant de mobiliser dans les cégep ou dans les universités. Et oui, ça reste de la science participative / citoyenne si ce n'est pas encore le métier. Mettons, si on a des étudiants en hydrologie, un jour, ils vont le devenir hydrologue, mais pour l'instant, ils ne le sont pas. Et puis, il existe déjà des programmes de sciences participatives qui s'adressent, par exemple, aux enseignants avec leur classe, alors plus en primaire, secondaire, mais il existe aussi à l'université. Et oui, on parle quand même de sciences participatives. Ben, en fait, moi, ce n'est pas tant pour la connaissance, c'est pour le recrutement. C'est plus facile. C'est pour le recrutement, en fait, tu as des universités puis des collèges un peu partout répartis, ce qui te permet d'avoir un bassin, en fait, de personnes potentiellement intéressées à récupérer de la donnée. C'est plus dans ce sens-là. Puis aussi, récupérer la donnée manuellement, puis par photo, il faut que tu te déplaces. Là, la science citoyenne, est-ce que ça l'implique de pouvoir, ben là, Michel a peu répondu, en fait. Puis il y a quelqu'un dans votre équipe qui a développé un capteur, mais ça existe déjà, en fait. Probablement que le capteur développé est beaucoup moins cher. Là. À ce moment-là, c'est que tu peux prendre des photos, mais tu peux décider de t'occuper d'une station également. Je ne sais pas, moi, je le vois un peu autrement, en fait. Puis je voulais juste mentionner que la NASA développe la science citoyenne auprès des écoles primaires.
Ouais, depuis longtemps, en fait, pour étudier les nuages. Fait que, tu sais, c'est comme quelque chose qui est intéressant. En tout cas, moi, je trouve ça passionnant, là. Fait que c'était juste un commentaire puis des idées. Oui, merci. Ben, avec le Copernic, on avait sollicité des conseillers pédagogiques de PAGE. Je ne saurais plus vous dire qu'est-ce que ça veut dire comme acronyme PAGE, mais en tout cas, oui, il y avait une idée et le potentiel de solliciter des enseignants du primaire, là. Il y a un intérêt. Donc, ouais, c'est intéressant aussi. Ouais. Merci beaucoup. On a un commentaire là, de Sybille qui dit dans différents secteurs, les citoyens manquent de connaissances aussi au sujet de leur vulnérabilité et qui dit oui pour la participation citoyenne. Ben oui, c'est aussi un des enjeux sous-jacents de Rivière à l'œil, c'est que l'hypothèse, c'est qu'en observant plus la rivière, ben, on se rend mieux compte de son comportement et puis éventuellement des risques auxquels on est soumis et effectivement de la vulnérabilité. Ouais. C'était vraiment un des enjeux, enfin ça reste un des enjeux de la science participative. Parfait. Est-ce qu'il y a une autre question dans le chat ou Oui, il y avait une question sur les plus petits cours d'eau. Ouais. C'est pas moi qui pourrais vraiment répondre, si ce n'est que Marie-Amélie Boucher, qui est hydrologue à l'Université de Sherbrooke, elle, c'est ce qui l'intéresse, les plus petits cours d'eau. Donc j'imagine que oui, il y a un gros intérêt à les suivre, mais peut-être que Richard ou Annie-Christine peuvent mieux répondre que moi. Une réponse simple, c'est oui, ça serait intéressant. Parfait. Michel, oui, tu peux y aller. Oui, en fait, ça me fait réfléchir, toutes ces discussions-là. Il y a peut-être deux situations qui pourraient bénéficier également là, de l'observation citoyenne. Quand on parle de l'observation citoyenne, là, il n'y a rien de mieux qu'un riverain pour observer, parce que si quelqu'un habite 1-2 kilomètres d'un cours d'eau, probablement qu'il va le voir très rarement, une fois de temps en temps, à moins qu'il y ait des sentiers de marche ou quelque chose comme ça, là, ou qu'il soit un amoureux de la rivière, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que les riverains, ils ont les yeux braqués sur la rivière, surtout quand il y a des situations d'aléas, de crues ou de débarques, etc. Alors, les deux phénomènes que je voyais intéressants qui pourraient être documentés par des photos, c'est des cicatrices glaciaires qu'on peut observer le long des cours d'eau là, qui sont soumis à des situations de débarque en barque. J'insiste beaucoup sur le phénomène d'aléas glaciaires parce que c'est peut-être le phénomène le moins bien documenté, là. Donc, les photos avec des cicatrices, ça peut être intéressant, au moins de les signaler. Après, c'est certain qu'il faut, comme vous savez, les inondations, c'est dans la verticale que ça se passe. On peut parler de l'étendue de la crue, si on veut, mais ça s'étend d'autant plus que c'est plat, puis que c'est dans la verticale que ça se passe. Ça c'est clair qu'il faut être capable de documenter. Donc, tôt ou tard, on a rendez-vous avec des modèles de terrain, avec de l'arpentage même, éventuellement, pour les vulnérabilités. L'autre phénomène ou l'autre attribut des crues qui est intéressant à observer, c'est la durée de submersion. Et par exemple, sur les petits cours d'eau, souvent, ça dure quelques heures, et sur les très grands cours d'eau, ça peut durer des semaines. Et là, ça peut être intéressant d'avoir des photos qui sont chrono-référencées, pas seulement géo-référencées, mais chrono-référencées, qui diraient, ça a duré 3 heures ou ça a duré, d'après les photos, là, ça a monté, ça a descendu, puis on a des photos pendant, un peu avant, un peu après, au milieu, etc. Ça peut être un phénomène intéressant. En fait, un attribut des aléas intéressants à documenter avec des photos. Une photo, on n'a pas besoin, pour la durée, là, on n'a pas nécessairement besoin du niveau. Donc, par contre, c'est clair que si le niveau est élevé, on le sait,
Puis si on a des 3 ou 4 photos, par exemple, pendant l'événement, on est capable d'établir une certaine durée. Mais encore là, il y a d'autres façons d'obtenir une durée par les stations hydrométriques, par exemple. On sait combien la crue dure de temps, là. Ça, c'est... Donc, mais c'est la glace, pour moi, là, qui est le phénomène là, le plus intéressant à suivre. Puis, on aurait pu parler des étiages aussi, là, mais là, c'était peut-être pas le focus là, du projet Rivière-à-l'œil. Parfait. Merci, merci Michel. Laure, si tu veux donner un petit mot, après on va conclure. Là. Okay. Ben, oui, je voulais juste remercier les volontaires. Il y en a quelques-uns qui sont joints là. Et voilà, ben, c'est sûr qu'on n'aurait rien pu faire sans eux. Donc, c'est à eux que va le plus grand merci. À eux et elles. Parfait. Merci beaucoup tout le monde d'avoir participé là, à ce webinaire. La présentation va être enregistrée, va être mise sur le site d'Ouranos. Et donc, je vous souhaite un bon dîner et une bonne journée.